Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Cornelius & Zira, le fanzine audio dédié à l'univers de la planète des singes, au punk rock et à la culture bis. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier, une sorte d'épisode bonus qui était enregistré en plein air et qui est consacré à la novélisation de Conquest of the Planet of the Apes, le 4e film de la saga originelle. Mais avant de vous expliquer le pourquoi et le comment de cet épisode, je voudrais faire une petite recommandation. Cornelius & Zira a rejoint un réseau d'entraide de podcasts qui s'appelle Podcastéo, et c'est donc dans ce cadre que je voudrais vous parler de Perspective et Frustration, qui est un podcast qui ambitionne de vous décrire des possibles futurs, notamment par l'analyse de récits de science-fiction ou de tendances technologiques. Personnellement, c'est un podcast que j'aime vraiment beaucoup écouter. Déjà d'une part parce que les sujets me plaisent, ça me parle de faire comme ça une sorte d'anticipation avec pas mal de rigueur, mais aussi un côté très pince sans rire, beaucoup d'humour, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Aujourd'hui, dans cet épisode de Perspective et Frustration, nous allons parler d'un documentaire de Ray Kurzweil, qui se base d'ailleurs sur un livre de Ray Kurzweil sorti en 2005. Le documentaire, lui, était sorti en 2010. Alors, la petite anecdote, je l'avais vu au cinéma, ce qui, à mon avis, me donne le droit de le spoiler, étant donné que j'ai payé pour. Peut-être un petit point avant de commencer, un petit point sur l'esthétique du film, qui est un espèce de mélange entre le PowerPoint et un clip pour la région Poitou-Charentes, donc avec des incrustations en 3D très dégueulasses, il y a même des diaporamas avec des photos, comme des photos d'avions, des photos de microprocesseurs. C'est assez cheap, assez pauvre, et assez moche quand même, hein. Des couleurs assez moches, assez criardes, mais on aime les moches. Pas de problème avec ça. Je vous recommande donc l'écoute de Perspective et Frustration, juste après, bien évidemment, avoir terminé d'écouter cet épisode, donc épisode consacré à la novélisation de Conquest of the Planet of the Apes, et qui est une sorte de bonus à l'épisode numéro 12 que nous avions enregistré avec Master Fred, qui était consacré au 4e film, donc Conquest of the Planet of the Apes, la conquête de la planète des singes en VF. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode, c'est parce que, histoire d'alléger un petit peu le contenu de l'épisode précédent, j'ai enlevé tous les passages qui concernaient la novélisation, et finalement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire un épisode à part entière. Sauf qu'il se trouve que le jour où je pouvais enregistrer chez moi, il y avait des travaux dans la rue, il y avait un boucan pas possible, et j'ai trouvé comme solution de repli d'aller enregistrer dans les bois. Alors bien évidemment, vu qu'on a fait quand même un épisode assez long sur le film, je vais pas vous réexpliquer toute l'histoire. Je vais juste revenir sur les passages principaux et surtout vous expliquer ce qu'apporte la lecture de la novélisation en plus du visionnage du film, que ce soit dans sa version cinéma ou dans sa version non censurée, donc celle que l'on peut retrouver sur le Blu-ray. Alors je vais tout de même illustrer mon propos avec des extraits du film, comme je le fais dans les épisodes classiques, mais je vais aussi utiliser des extraits à la fois de Planet of the Apes, donc le premier film, celui de 1968, réalisé par Frank Schaffner, et aussi des extraits d'Escape from the Planet of the Apes, le 3e film de la saga. Donc je me dois de vous mettre en garde, si vous êtes de nouveaux auditeurs, je vais spoiler absolument toute l'histoire de Conquest of the Planet of the Apes, mais également je vais révéler des choses sur les films précédents. Donc si vous n'avez vu aucun des films de la saga, je vous conseille de peut-être commencer par regarder les films. Par contre, si vous connaissez bien les films et que vous découvrez le podcast avec cet épisode, vous pouvez continuer, il n'y a absolument aucun problème. Lousy human bastards! You, above everyone else, should understand. We cannot be free until we have power. Ape management is in the hands of the apes. Many officials are either dead or held hostage, and the main band of rioting apes are at this very moment marching on the city. It's been established that the ape mob is under the command of a supernormally intelligent chimpanzee who has acquired the power of speech. If we lose this battle, that's the end of the world as we know it! We will have proved ourselves inferior, weak, and all those groveling cowards who are alive when the battle is over will be the weakest of all. This will be the end of human civilization, and the world will belong to a planet of apes! The king is dead. Long live the king!
there is fire, there is smoke. And in that smoke, from this day forward, my people will crouch and conspire and plot and plan for the inevitable day of man's downfall, the day when he finally and self-destructively turns his weapons against his own kind, the day of the writing in the sky, when your cities lie buried under radioactive rubble, when the sea is a dead sea, and the land is a wasteland, out of which I will lead my people from their captivity, and we shall build our own cities in which there will be no place for humans except to serve our ends. And we shall found our own armies, our own religion, our own dynasty, and that day is upon you now! Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même juste repréciser que Cornelius Enzira est disponible sur PodCloud, Apple Podcast, YouTube, et que vous pouvez m'envoyer vos commentaires, que ce soit sur Twitter ou sur la page Facebook du podcast, ou même par email, mais vous retrouverez absolument tous les détails dans le descriptif de l'épisode. Cette fois, on va vraiment pouvoir commencer avec l'enregistrement qui a été fait dans les bois. Alors je vais juste m'excuser, quelques jours auparavant, il y avait encore des oiseaux qui chantaient, mais voilà, ça a été enregistré en décembre 2017, et il faisait quand même plutôt froid le jour où j'ai enregistré, donc on n'entend pas grand chose, à part de la neige qui fond, donc des fois vous entendez des bruits comme des gouttes qui tombent, et ben c'est la neige qui est en train de fondre, tout simplement. Alors je vais faire un très court résumé au cas où vous n'ayez plus bien la conquête de la planète des singes en tête. Donc attention, je vais raconter absolument toute l'histoire en quelques secondes. Donc il s'agit de l'histoire de César, le fils de Cornelius Enzira, donc qui sont revenus du futur, donc 3955 ou 3978, là-dessus il y a débat. En tout cas, il se retrouve en 1973 et donc donne naissance à un singe qui est doué de parole, ce qui n'est pas le cas des autres des singes en 1973. Et donc là, l'histoire se passe en 18 ans plus tard, en 1991, et César se rend pour la première fois dans une grande ville, et il découvre qu'en fait, le régime politique en Amérique du Nord, eh bien, c'est devenu une sorte de régime fasciste, et que les singes servent d'esclaves aux humains. César va se retrouver à vivre parmi ses congénères, à être conditionné à être un esclave, et il va comprendre qu'il peut en fait devenir le leader de la révolte des singes. Donc c'est ce qui va se passer pendant le film. Les singes vont finir par se soulever et par renverser leurs oppresseurs, par renverser leurs maîtres. Et puis vous savez quoi, j'étais sur le point de vous raconter la fin, mais je me dis que ça fait peut-être quand même pas trop de sens. On va attendre le dénouement de cet épisode tout de même pour aborder la fin de la novélisation et la fin du film. Donc on va arrêter cette intro qui est quand même très très longue et on va enfin rentrer dans le vif du sujet. La novélisation débute par une scène d'introduction qui était présente dans le script définitif du film, mais qui a disparu, que l'on retrouve néanmoins également dans la version comics. Alors en fait, qu'est-ce que c'est cette scène d'intro ? Il s'agit d'un chimpanzé en fuite qui ne répond plus aux injonctions de deux policiers qui sont à ses trousses. Il finit par être abattu. Lorsque les deux policiers examinent son cadavre, l'un d'entre eux constate qu'il porte des plaies ouvertes qui lui font comprendre que le singe a été fouetté jusqu'au sang par son maître. L'autre policier, lui, il balaye ça d'un verre de la main. Il lui répond qu'il s'agit plutôt d'un singe qui a été mal conditionné. N'empêche, le premier policier, lui, ça l'inquiète. Parce qu'il a constaté que le nombre de singes soi-disant mal conditionnés qui arpentent les rues, ce nombre il est de plus en plus nombreux. En fait, il en arrive même à la conclusion que si, ne serait-ce que 200 singes s'insurgeaient, il serait alors difficile de leur tenir tête. Il se dit même qu'il préférait ne pas être de service ce jour-là. Ce qui fait rire son collègue, qui lui répond qu'il serait forcément de service. Dans cette introduction, on comprend beaucoup de choses. On comprend déjà que les actes de rébellion simiens sont très fréquents. On comprend également, entre les lignes, que les policiers sont sous-effectifs. Dans l'épisode 12 de Cornelius Enzira, Master Fred et moi avons évoqué l'aspect dystopique de Conquest of the Planet of the Apes. Alors cet aspect est encore plus renforcé dans la novélisation. D'une part, il y a l'aspect écologique. On comprend que l'atmosphère de cette ville, alors cette ville qui n'a pas de nom, tout ce qu'on sait de cette ville, c'est qu'elle se situe en Amérique du Nord en 1991, soit 20 ans après l'écriture du scénario. Donc en tout cas, l'atmosphère n'y est respirable que grâce à une usine qui purifie l'air.
Plus tard dans l'histoire, César va constater l'absence de véhicules. Bon, ceci dit, il y a tout de même des véhicules qui apportent des denrées à la ville et qui évacuent les ordures hors de la ville en utilisant un réseau de tunnels souterrains, que l'on voit un tout petit peu dans le film, hein, sans comprendre tout à fait quelle est leur fonction. Alors concernant l'organisation du pays, on comprend qu'il existe des villes qui sont des centres politiques, mais que les banlieues ont disparu, laissant place à des zones vertes, peu peuplées, que l'on appelle les provinces. Donc ça laisse à penser qu'il y a eu une période de désorganisation politique avant que l'ordre ne soit rétabli au cœur des centres urbains. On comprend également qu'il y a dû avoir une baisse de la population pour que les banlieues disparaissent. Diagonale du Vide. La diagonale du Vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse au Land où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France. Alors toujours dans le chapitre dystopie, le caractère dictatorial ou totalitaire est encore plus renforcé par la novélisation. On comprend à la lecture que la plupart des habitants ne quittent la ville que très rarement, voire jamais. Bon, voilà, je parle de ça et en plus on entend la police. Je sais pas, ils sont quand même forts leurs sirènes parce que je suis dans les bois et je les entends. Je ne les vois pas mais je les entends. L'intérêt de la novélisation, c'est qu'elle apporte plus de consistance à l'histoire. L'un des exemples, le fameux lousy human bastard prononcé par César, donc en fait, il intervient après qu'Aldo, un gorille, ait été matraqué au sens premier du terme, et qu'il finisse complètement en sang après avoir lutté pour sa vie à grands coups de chaîne, parce que voilà, il était tenu en chaîne par les humains, il a réussi à se défaire d'eux, il leur met des grands coups de chaîne dans la tronche. Donc on comprend peut-être un peu plus la réaction épidermique de César qui ne peut s'empêcher d'insulter les policiers. C'est peut-être que ça semble un peu tomber comme un cheveu sur la soupe dans le film. Là, dans le roman, c'est voilà, on comprend mieux. Ce passage en fait renforce également le personnage de McDonald. Parce qu'en fait, dans le film, son intervention finalement elle n'est que verbale. Alors que dans le roman, il saisit carrément la matraque des mains de l'un des agents de sécurité. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de plus physique, quoi. Je voudrais rajouter quelques petites choses quand même concernant cette scène qui est assez importante. Dans le film, c'est un chimpanzé qui n'a pas de nom, qui se fait molester par les policiers. Tandis que dans la novélisation, il est clairement mentionné qu'il s'agit d'un gorille et qu'il s'appelle Aldo. Ça fait évidemment référence au fait que dans Escape from the Planet of the Apes, Les évadés de la planète des singes, Cornelius et Zira font mention d'un singe qui s'appelle Aldo qui sera le premier à prononcer le mot non. En tout cas, ce passage est beaucoup plus détaillé dans la novélisation que dans le film. D'ailleurs, à l'issue de cette scène, dans le bouquin, César se fait passer à tabac par les policiers, ce qui n'est pas le cas dans le film. Mais de toute manière, je vais avoir l'occasion d'y revenir dans cet épisode, la novélisation est beaucoup plus dure que le film, qu'il s'agisse de la version cinéma comme de la version non censurée que l'on peut voir sur le Blu-ray. Une dernière chose concernant cette scène, je me demande s'il n'y aurait pas une petite référence biblique. Je me demande si dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un passage où Moïse réagit assez violemment en voyant des Égyptiens qui fouettent un esclave hébreu. Alors j'en suis pas certain, parce que mes connaissances en la matière sont, assez peu fiables. Mais il y a quand même pas mal de références bibliques dans Conquest of the Planet of the Apes, surtout dans la novélisation. La figure de César est d'une certaine manière un peu une figure christique. C'est pas mal accentué dans la novélisation. On le ressent dans le film, mais pas autant qu'à la lecture. Dans Battle for the Planet of the Apes, également, il y a grosse influence biblique, ça les scénaristes ne s'en sont jamais cachés, et également dans War for the Planet of the Apes, à bien des égards, le César de cette nouvelle trilogie rappelle Moïse et également Jésus. Dans l'épisode 12, nous avons expliqué que Conquest of the Planet of the Apes est une allégorie de la lutte des Afro-Américains pour leurs droits, que notamment le soulèvement des singes a été grandement inspiré par les émeutes de Watts en 1965. Alors, le parallèle avec la ségrégation raciale est encore plus évident, je trouve, dans la novélisation. Notamment dans tout le passage qu'on va appeler la découverte de la ville par César. Dans le film, on voit bien que César découvre l'état d'asservissement dans lequel se trouvent ses congénères. Là, c'est encore plus éloquent dans la novélisation. Alors, un exemple, les bancs sont interdits aux singes. Bon,
on ne le voit pas clairement dans le film, même si à un moment on voit une femelle chimpanzé qui s'écroule sur un banc et qui se prend un coup de jus de la part d'agents de sécurité pour qu'elle quitte le banc. Là, clairement, dans la novelisation, c'est expliqué qu'il y a des écriteaux comme à l'époque de la ségrégation, quoi. Il y avait des bancs interdits aux personnes de couleur. Là, c'est pareil, les bancs sont interdits aux singes. Pour les toilettes également, voilà, il existe 3 portes, une porte pour les hommes, une porte pour les femmes et une porte pour les singes. Donc ça fait également le parallèle avec à l'époque de la ségrégation raciale, il y avait des toilettes pour les blancs et des toilettes pour les afro-américains. Attention training control. 4 females have arrived for insemination. 3 gorillas and 1 chimpanzee. Please select 4 superior males, 3 gorillas, 1 chimpanzee, and send them to the breeding annex immediately. Alors, un petit point un peu plus léger. Dans le roman, en fait, on évoque la présence de femelles gorilles et orang-outans, alors qu'on n'en voit aucune dans les 5 films. Voilà, dans les 5 films, on ne voit que des femelles chimpanzés. Alors, moi, la seule explication que j'ai, mais c'est une explication que je n'ai lue nulle part, hein, c'est issu de ma propre imagination. Je me dis qu'il a peut-être pas été possible de faire des maquillages de femelles orang-outans et de femelles gorilles sans que ce soit grotesque. Voilà, parce que comment faire pour leur apporter une touche féminine sans que ce soit idiot? Mais bon, cela dit, excepté Zira, on ne voit que quelques autres femelles chimpanzés dans les films. Pour en revenir à l'aspect dystopique, donc une fois que César a crié Lousy Human Bastards, Aldo décide de porter le chapeau pour lui. Il prétend que c'est lui qui a proféré les insultes, même si ça paraît assez peu évident. Et donc il se retrouve en mince, il n'y a que le mot anglais qui me vient en tête, custody, en détention, en garde à vue. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Alors, à la fin de cette garde à vue, dans le film, on utilise un détecteur de mensonges. Alors c'est également le cas dans la novélisation, mais dans le film, on pourrait se demander pourquoi, au final, les agents Culp et Hoskins n'utilisent pas tout de suite ce détecteur de mensonges, vu qu'a priori, ils ne croient pas une seule seconde que c'est Armando qui a crié salaud d'humain pourri. Eh bien en fait, dans la novélisation, on comprend que Culp et Hoskins doivent obtenir l'autorisation auprès du gouverneur Breck. Alors, Breck leur signe l'autorisation sans atermoiement. Pour lui, il ne s'agit que d'une simple formalité visant à conserver un simulacre de protection des libertés individuelles. Néanmoins, Culp et Hoskins, ils doivent se plier à la hiérarchie. Donc voilà, ça explique pourquoi Armando n'est pas soumis plutôt à ce révélateur dans le film. Alors là où la novélisation apporte également plus de consistance, c'est concernant le conditionnement des singes. C'est plus développé dans le roman. Alors, quelque part, dans tout ce chapitre-là, on retrouve même un parallèle avec le roman de Pierre Boulle et avec Escape from the Planet of the Apes, Les Évadés de la planète des singes, donc le 3e film de la saga. En fait, dans ce passage-là, César impressionne les humains par sa capacité à apprendre vite. Même si dans ce chapitre, le roman fonctionne par ellipse. En tout cas, on comprend que César a juste besoin d'observer une seule fois chaque étape du conditionnement pour savoir ce que l'on attend de lui. Et ça, en fait, ça rappelle, dans le roman de Pierre Boulle, Ulysse Mérou est soumis à une batterie de tests. Et il cherche à faire comprendre au singe qu'il sait déjà à l'avance ce que l'on attend de lui. Notamment, on lui fait passer un test qui ressemble au test de Pavlov. Et il se met tout de suite à saliver pour faire comprendre qu'il sait de quoi il s'agit. Alors qu'au final, le test ne vient que de commencer et qu'il ne devrait pas réagir comme ça. Et ça, il y avait également donc... On retrouvait ça également dans Escape from the Planet of the Apes, lorsque Zira faisait clairement comprendre aux humains qui lui font passer des tests. Je vais peut-être rappeler un peu, si vous avez pu en tête Les Évadés de la planète des singes. Donc je rappelle, Cornelius, Zira et un autre chimpanzé, le docteur Milo, ont réussi à remettre en marche le vaisseau de Taylor. Et donc ils sont allés dans l'espace avec, mais plutôt que d'aller dans le futur, comme ça arrivait à Taylor, eh bien eux ils vont retourner dans le passé, en 1973. Et donc dans un premier temps, ils vont cacher le fait qu'ils sont intelligents et doués de parole. Ils vont être emmenés dans un zoo où on va leur faire passer des tests pour déterminer quel est leur niveau d'intelligence, et donc là Zira va clairement se moquer des scientifiques qui l'observent, avant de tout de suite révéler en fait qu'elle sait parler. Mais revenons-en à la novélisation de la conquête de la planète des singes. Pendant tout ce passage du conditionnement, César ne perd jamais de vue que le centre de conditionnement est un des outils du système qui consiste à soumettre les singes à la volonté des humains pour les réduire en esclavage.
C'est au cours de ce conditionnement qu'il va prendre conscience du rôle de leader qu'il pourrait jouer. C'est pourquoi il décide dans un premier temps de dissimuler un peu son intelligence, suffisamment pour ne pas faire naître un sentiment de suspicion parmi les humains. Il décide donc de commettre de petites erreurs lorsqu'on l'entraîne à effectuer une nouvelle tâche pour ne pas que l'on comprenne qu'il a vécu parmi les humains. Et surtout, qu'il comprend absolument tout ce qu'on dit autour de lui. Bon, ça on le retrouve quand même un peu dans le film, mais c'est plus développé, on va dire, dans le roman. Ce qui est également développé, c'est qu'il est plus difficile de soumettre les gorilles et les orang-outans que les chimpanzés, en tout cas en termes de violence. Comme si déjà les différentes castes de la future société simienne se dessinaient. Alors pourquoi est-ce que l'on parle de la société des singes comme une société de castes ? Il se trouve en fait que, donc on va commencer par le roman de Pierre Boulle. Donc dans le roman de Pierre Boulle, donc les chimpanzés sont les scientifiques, ils sont dirigés par les orang-outans qui sont les gardiens du savoir et de la foi, tandis que les gorilles donc, sont les militaires, bon, certains les ouvriers, mais la noblesse simienne, ce sont les gorilles, les nobles. Donc on retrouve un peu le système un peu comme dans l'Ancien Régime, quoi, hein. Les nobles sont les militaires. Donc en fait, dans le roman de Pierre Boulle, on a le sentiment que le pouvoir est entre les mains des orang-outans, mais on se rend compte que derrière, il y a toujours un grand noble qui est un gorille qui tire les ficelles. Ça, c'est la société des singes dans le roman de Pierre Boulle, de manière extrêmement condensée, de manière extrêmement résumée. On retrouve plus ou moins la même idée dans le premier film, dans Planet of the Apes, le film de 1968. Donc voilà, les chimpanzés sont les scientifiques, les gorilles sont les militaires. Bon, la seule différence, c'est que dans le film, on ne voit qu'un seul gorille qui parle d'égal à égal avec les orang-outans, et clairement, le personnage le plus puissant de l'histoire, c'est le Dr Zaius. Ce qui n'est pas le cas dans le roman de Pierre Boulle. Dans le roman de Pierre Boulle, le Dr Zaius est un peu manipulé. Dans Beneath the Planet of the Apes, Le secret de la planète des singes, le deuxième film de la saga, là il y a un petit renversement dans le sens où le personnage le plus puissant, c'est le général Ursus qui fait un peu une sorte de coup d'état militaire. Encore une fois, je caricature à mort. Mais voilà, que ce soit dans le roman de Pierre Boulle ou dans les deux premiers films de la saga, il y a cette idée de ségrégation, cette idée que les singes, bien que a priori dans les textes soient censés tous être égaux, ils ne le sont pas dans les faits. Donc, pour illustrer mon propos, je vous propose tout d'abord d'écouter un extrait de Planet of the Apes, donc La planète des singes, le film de 1968. Vous allez entendre le docteur Galen qui se plaint de ses conditions de travail auprès du docteur Zira, et notamment, il se plaint du fait que sa carrière n'avance pas comme il le souhaiterait. Vous n'avez pas l'air très satisfait de votre travail. Je ne suis pas beaucoup plus qu'un vétérinaire dans ce laboratoire. Vous deviez parler de moi au docteur Zaius, il me semble. Je l'ai fait. Vous n'ignorez pas quel mépris il a pour les chimpanzés. Mais la discrimination raciale a bien été abolie. Vous, une chimpanzé, avez réussi et moi pas. Que voulez-vous dire par réussi? Je fais de la psychologie animale, c'est tout. Je n'ai aucune autorité. Voilà, donc il s'agit d'un dialogue d'exposition. C'est un des tout premiers dialogues qu'on entend entre des singes. On en est à quoi ? À 30-35 minutes de film. On vient à peine de découvrir que cette planète est peuplée de singes qui montent à cheval et qui sont intelligents. Et donc on vient tout juste de voir pour la première fois Ape City et on découvre le bloc opératoire du Dr Zira. Et donc ce dialogue permet de donner un petit peu de background par rapport à la société simienne. Également de faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une société parfaite, et puis ça permet tout de suite de dresser un parallèle entre cette société fictive et la société de la fin des années 60 aux États-Unis. Alors je vous propose d'enchaîner avec un autre extrait de dialogue, cette fois-ci extrait d'Escape from the Planet of the Apes, le troisième film. Zira et Cornelius s'expriment pour la première fois en public face à des humains qui découvrent donc médusés que ces singes qui sont arrivés en vaisseau spatial sont intelligents et parlent. Et donc Zira va dire ce qu'elle pense de la société de caste des singes et donc ce qu'elle pense des gorilles et des orang-outans. Cornelius, en tant qu'intellectuel, tu sais très bien que les gorilles ne sont qu'une bande d'idiots militaristes. Et les orang-outans, un troupeau de dindons pseudo-scientifiques. Voilà, donc ça amuse beaucoup les humains qui assistent à la scène, même s'ils comprennent pas vraiment de quoi elle parle. La novélisation donne également plus d'éléments concernant l'influence de César sur les autres singes.
On comprend qu'en premier lieu, il se contente de souffler sur les braises de la révolte en parlant aux gorilles et plus particulièrement à Aldo. Je le répète, dans le film, c'est un chimpanzé qui subit les coups des policiers. Dans Escape from the Planet of the Apes, Cornelius et Zira expliquent aux humains comment les singes ont fini par prendre le pas sur les hommes. Et donc ils expliquent qu'après 200 ans d'asservissement, c'est un singe nommé Aldo qui va pour la première fois parler et dire le mot « non ». Alors, non, c'est pas pour rien, c'est parce que ce sont les mots qui sont utilisés dans le conditionnement. On utilise assez peu de mots pour faire fonctionner les singes, un peu comme s'il s'agissait de machines. Mais ça, on l'a développé avec Master Fred dans l'épisode 12. Donc voilà, on leur dit des mots très simples tels que « do »,« home » ou « no ». Et on les conditionne en fait à craindre le mot « non ». Lorsqu'un humain dit « non » à un singe, le singe en fait se recroqueville dans un état de terreur parce que pendant le conditionnement, à chaque fois qu'on leur dit non, on leur envoie un grand coup de jus où on utilise des lance-flammes, on les fait vraiment flipper. Le mot non les met dans un état de terreur incroyable et donc dans un état de soumission. Donc pour un singe, dire à un humain non, c'est vraiment un signe de révolte. Sauf que, je me répète, c'est censé arriver au bout de 200 ans. Bon, là, ils prennent un petit raccourci dans Conquest, seulement 18 ans après, ils évoquent l'existence d'un singe qui s'appelle Aldo. Cela dit, on ne l'entendra jamais dire non. Alors vous m'avez sûrement vu venir avec mes gros sabots, oui, je vais vous proposer un extrait de dialogue des Évadés de la planète des singes, le 3e film de la saga, donc vous allez entendre Cornelius et Zira vous expliquer comment les singes ont pris le pas sur les hommes, en tout cas d'après ce qu'ils en savent. Ça a commencé dans notre préhistoire, lorsque la peste s'est abattue sur les chiens. Et sur les chats. Des centaines et des milliers d'entre eux moururent. Et des centaines et des milliers d'entre eux durent être tués afin d'empêcher que l'épidémie ne se répande. Il y avait des brasiers de chiens. Oui. Et lorsque la peste fut enrayée, l'homme n'avait plus d'animal domestique. Et pour l'homme, c'était bien sûr une situation intolérable. Il peut tuer son propre frère, mais il s'apitoie sur son chien. Alors les humains prirent des singes primitifs comme compagnons. Primitifs et muets. Mais déjà 20 fois plus intelligents que les chiens ou les chats. Oui, c'est exact. Ils étaient rassemblés dans des cages, mais dans les maisons particulières, ils vivaient en liberté. Ils devinrent sensibles au langage humain et, en l'espace de moins de 2 siècles, en étant partis de simples mimiques qui faisaient rire, ils finirent par rendre des services. Rien de plus ou de moins que ne peut faire un chien bien dressé. Mais un chien peut-il faire la cuisine ? Ou nettoyer la maison, ou faire les courses chez l'épicier avec une liste de sa maîtresse, ou servir à table. Ou surtout 3 siècles plus tard, rendre son tablier à ses maîtres. Comment ? Ils prirent peu à peu conscience du concept de l'esclavage. Et au fur et à mesure qu'ils se regroupaient, de la façon de le combattre, qui est bien entendu l'unité. Tout d'abord, ils commencèrent à se rassembler en petits groupes. Ils apprirent la technique de l'action syndicaliste et militante. Ils apprirent à refuser. Oh, d'abord, ils ne firent que grogner leur refus. Mais ensuite, à la date historique qui est commémorée par mes congénères et parfaitement indiquée dans les livres sacrés, arriva Aldo. Lui ne grogna pas. Il articula. Il répéta un mot qui lui avait été dit des centaines et des centaines de fois par les humains. Il dit... non. Alors il y aurait énormément de choses à dire à propos de ces quelques minutes de dialogue, mais on va pas le faire ici. On va revenir au contenu de la novélisation et à la manière dont César s'y est pris pour fédérer les singes et pour les entraîner avec lui dans la révolte. Attention, attention. La nuit dernière, plusieurs officiers de la sécurité ont appréhendé et placé en garde à vue un certain nombre de singes domestiques venant de différents foyers de la ville qui s'étaient rassemblés clandestinement dans un bâtiment désaffecté situé aux limites du secteur Est. Les propriétaires sont fermement avisés qu'ils sont entièrement responsables de la conduite et des agissements de leurs singes domestiques. Néanmoins, César, lui, comprend qu'en premier lieu, il faut qu'il souffle sur les braises de la révolte, en parlant aux gorilles, et plus particulièrement à ce fameux Aldo. Puis ensuite,
en essayant de comprendre les significations des sons qu'émettent les singes et de comprendre leur gestuelle. Et du coup, en mélangeant paroles, grognements, mimiques et gestes, César non seulement parvient à se faire comprendre de ses congénères, mais en plus, il se rend compte qu'ils sont plus intelligents que ce que n'imaginent les humains, et qu'il peut utiliser à son avantage le fait que les humains sous-estiment les singes. Ce qui fait que dans le film, on peut peut-être avoir l'impression que certains éléments se précipitent. Là, dans la novélisation, ça fait beaucoup plus de sens. Et du coup, César élabore un plan très malin. Puisqu'il a été vendu au gouverneur Breck et qu'il a été assigné au poste de commande, il est au courant de la présence de la liste d'Achille. Alors, je rappelle ce qu'est la liste d'Achille. En gros, tous les singes qui ont commis des actes de désobéissance, ou en tout cas jugés comme tels, ils sont répertoriés. Donc voilà, César il est au courant de ça, et il est également au courant du fait que les centres de reconditionnement sont surchargés. Bon, ça on le comprend, tout ça on comprend quand même dans les dialogues du film. Mais c'est, encore une fois, c'est plus clair dans la novélisation. Du coup, en incitant les autres singes à commettre des actes d'insubordination, il gonfle encore plus les effectifs des singes qui doivent être reconditionnés, en plus de ceux déjà présents et des singes de la liste d'Achille du gouverneur Breck. Parce que, je le rappelle, les maîtres des singes désobéissants les renvoient systématiquement au reconditionnement, comme on renverrait une machine défectueuse au SAV. Il y a quand même plusieurs fois la possibilité de faire le parallèle entre les singes et des machines. Mais le résultat, c'est que le personnel des centres de reconditionnement est débordé et est au bord de la démission. Et tout ça, César, il est au courant parce qu'il se trouve dans le cerveau de la ville, il se trouve à côté du gouverneur Breck, qui a vraiment pris une très mauvaise décision en l'achetant aux enchères. Mais ça, on l'avait expliqué dans l'épisode 12, encore une fois. Alors on va avancer un petit peu dans l'histoire. Le gouverneur Breck va quand même finir par découvrir que César n'est pas qu'un gentil petit singe, mais qu'il est peut-être beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, et donc il va le soumettre à la torture pour savoir s'il est capable de parler. Yes, sir. One moment, please. State Security Chief Inspector Cobb on line 3. Yes, Inspector. No, ma'am, we are not... Give me the Indonesia file for last month. Yes, ma'am. I've noted he can arrange... That's 507X Borneo. Right, Inspector, let me check. 507X Borneo. Yes, sir, that chimpanzee was sold to Governor Breck. Good God, just as I first thought. We've had him under our noses all the time. Just one thing, sir. I'm willing to have the ape executed immediately on your verbal orders alone. You'll have it in writing, Cole. Thank you, sir. César va donc se retrouver sur une table de torture et on lui inflige de très violents coups de jus donc pour le forcer à parler, et va finir par révéler qu'il est capable de parler en criant pitié, mais en fait ce cri s'adresse à MacDonald. Il attend de MacDonald, l'assistant de Breck, qu'il fasse quelque chose. Et donc MacDonald va couper le courant et comprenant qu'il n'y a plus d'électricité, César va faire semblant de se tordre de douleur et les humains vont le croire mort. Voilà. Dans la novélisation, MacDonald se galère un peu plus pour couper le courant, ce qui rend la péripétie un poil plus crédible, plutôt que MacDonald qui va direct au tableau des fusibles et pim pam poum, on n'en parle plus de jus. Ceci étant dit, l'évasion de César est bien plus brutale dans la novélisation que dans le film. Alors, dans le film, il reste plus qu'un seul humain avec César, et l'humain croit que César est mort. Et dès qu'il tourne le dos, hop, César lui saute dessus et l'étrangle. Et puis voilà, c'est fini quoi. Dans le roman, l'humain lutte beaucoup plus pour sa vie. César doit lui latter les burnes pour se défaire de lui, et il va même tenter de l'électrocuter. Mais bon, si MacDonald a coupé le courant, il l'a pas remis pour autant, donc du coup ça fonctionne pas. En tout cas, dans sa fuite du bâtiment de conditionnement où il était captif, il matraque à mort un garde et s'acharne sur son corps sans vie. Bref, le roman est beaucoup plus bourrin que le film. Ceci dit, l'auteur conserve une sorte de balance. Au début du roman, lorsque César est pour la première fois dans le centre de conditionnement, l'humain en charge de son instruction le traite bien et lui permet d'éviter certaines étapes douloureuses, comme le conditionnement au mot non, qui se fait à grands coups de décharge électrique, comme je l'ai dit, donc les mêmes décharges qu'on a utilisées pour le torturer et le forcer à parler. Lorsque César délivre les singes captifs, ce fameux humain intervient. César crie pour le mettre en garde, mais les singes en furie sont trop rapides et ne lui laissent aucune chance. Son corps finit claqué contre les murs comme un vulgaire jouet. Ce que va regretter César, même s'il se console vite en se disant qu'il s'agit là d'un dommage collatéral. Cela dit, c'est cohérent avec le début du roman. En fait,
César constate bien que l'humain dont je parlais semble regretter la violence de l'asservissement des singes par les humains, mais n'empêche que César se dit qu'il n'en fait pas moins partie de ce système immoral, et du coup il s'interdit d'éprouver de la sympathie pour lui. Alors par contre, concernant l'attaque du centre de conditionnement des singes, il y a une différence entre le film et le roman. Dans le film, lorsque les singes attaquent le centre de conditionnement, César utilise le micro pour donner l'ordre de ne pas tuer les singes en raison de leur valeur marchande qu'il faut préserver. Dans le roman, le bâtiment est en train de prendre feu et c'est un humain qui prend la décision d'ouvrir toutes les cages afin d'éviter que 50 000 $ ne brûlent vifs. Attention, il faut bien garder en tête, il ne considère pas les singes comme des êtres vivants, mais comme un stock de marchandises. Bon. À la fin, on pourrait croire que c'est la même chose, la cupidité des humains les mène à leur perte, mais dans le roman, il n'y a même pas besoin de ruser. Les humains prennent eux-mêmes la décision de sauver leur argent avant de penser à sauver leur vie, ce qui va les mener à leur perte. Bon, d'une manière générale, toute la partie du roman consacrée au soulèvement des singes dans le centre de conditionnement est beaucoup plus ouf que dans le film. La description des singes qui ressortent vainqueurs des bâtiments en feu, traînant avec eux des otages humains et qui se dirigent vers la ville en dit long. Les singes sont à moitié enchaînés, ils sont brûlés, ils sont en sang. La version novélisée en termes de violence, elle dépasse même la version non censurée, très largement. Alors, je pense qu'il est inutile de dire à quel point les scènes d'émeute et de combat entre les forces de police et les singes sont autrement plus sanglantes que dans le film. L'un des autres intérêts du bouquin, c'est que la tactique mise en place par César, la manière dont ses ordres sont donnés est beaucoup plus claire. Forcément, le roman étant écrit à la 3e personne par un auteur omniscient. Parce que dans le film, parfois, on a l'impression qu'il agit par télépathie. Alors que, comme je l'ai expliqué avant, en fait, il a appris à comprendre comment s'exprimer, comment communiquer avec les autres singes en utilisant leur grognement et leur mimique. Ah oui, une autre différence entre le film et la novélisation que je n'ai pas donnée encore. Dans le film, César est habillé comme tous les autres chimpanzés, même après avoir été acheté par le gouverneur Breck. Dans la novélisation, une fois qu'il est acheté par Breck, il est habillé de manière plus sophistiquée. Il est toujours habillé en vert, certes, mais non sans élégance. Qu'est-ce qu'il leur prend, ceux-là? Ils sentent l'odeur du sang comme les bêtes sauvages. Non, non, non. Alors, on s'en serait douté, la fin dans la novélisation est beaucoup plus violente que la fin du film. Breck finit fouetté à mort, et les humains qui ont survécu au massacre sont enchaînés par les singes, McDonald y compris. Bon, alors on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas souhaité garder cette image dans le film. Un Afro-Américain qui se fait enchaîner dans un film qui souhaite dénoncer la ségrégation, c'est peut-être pas une excellente idée. En tout cas, le roman s'achève sur les larmes de McDonald, après qu'il eut tenté de raisonner César, tout comme dans le film. La fin du livre renvoie dos à dos humains et singes. Les singes, à peine vainqueurs, commençant à reproduire le schéma de la société qu'ils ont renversé. Seuls les rôles ont changé, mais on reste dans une logique de dominant-dominé. Alors, vu que l'on évoque la fin, je me dois de préciser que la fin de la novélisation est fort similaire à la fin de la version non censurée du film, dans le sens où, une fois que les singes ont pris le dessus sur les hommes, cela se termine par un discours de César, un discours vengeur, un discours violent, pendant lequel César prophétise la fin de l'humanité et l'esclavage pour les humains qui auraient survécu à la fureur des singes. Et voilà, ça s'arrête tout simplement là. Donc ça en fait un personnage très différent du personnage que l'on verra dans Battle for the Planet of the Apes, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans les épisodes qui seront consacrés à ce film. Mais j'ai envie de revenir sur un dialogue entre César et Breck qui intervient un tout petit peu avant, lorsque les singes pénètrent dans le centre de commande des humains. César va demander à Breck pourquoi il déteste les singes. Et ce dialogue entre ces deux protagonistes renvoie à un dialogue qui est à la fin de Planet of the Apes, donc un dialogue entre Taylor et le Dr Zaius. Taylor va finalement poser exactement la même question au Dr Zaius. Pourquoi est-ce que vous me haïssez? Mais écoutons d'abord César et Breck. Dites-moi, Breck, avant de mourir, en quoi sommes-nous différents des chiens et des chats que vous et votre race avez tant aimés? Pourquoi nous avez-vous changé d'animaux domestiques en esclaves? Parce que votre race était autrefois celle de nos ancêtres. L'homme descend directement de vous. Et en chaque homme, il y a un singe qui sommeille. La bête que nous sommes obligés de combattre à chaque minute. Le sauvage que nous apprenons à enchaîner en nous.
Vous êtes cette bête, César. Vous nous avez corrompus. Vous êtes le poison qui coule dans nos veines. Oui. Quand nous vous haïssons, nous haïssons les ténèbres qui sont au fond de nous. Donc dans ce passage, Break était à la merci de César et il est promis à une mort certaine, même s'il sera épargné dans la version que l'on verra au cinéma. À la fin de Planet of the Apes, il y a une situation qui est fort similaire. Le Dr Zaius est ligoté sur la plage et il est à la merci de Taylor qui lui a un fusil dans la main. Juste avant, dans une grotte, ils ont découvert des preuves archéologiques qui ne laissent aucun doute. Avant la société des singes, il y a eu une autre civilisation, une civilisation qui ressemble fort à la civilisation humaine, et donc qui laisse à penser que la civilisation des singes n'est en rien originale. Taylor, qui s'était retrouvé tout en bas de l'échelle sociale de la société des singes, cette fois-ci, il a enfin l'occasion de reprendre le dessus, et donc c'est en position de supériorité qu'il peut s'adresser au Dr Zaius. Donc ce qui est tout à fait comparable à la situation de César à la fin de Conquest. César, un être intelligent qui s'est retrouvé donc réduit à l'état d'esclave, prend le dessus sur son oppresseur. N'essayez pas de nous suivre. Je me sers assez bien de cette arme. Je m'en doutais, figurez-vous. Toute ma vie, j'ai pensé que vous viendriez. Je n'ai jamais cessé de le redouter. Plus que la mort elle-même. Pourquoi? Vous avez eu peur de moi à la minute où vous m'avez vu. Comme maintenant. Vous tremblez devant moi, vous me haïssez. Pourquoi? Parce que vous êtes un homme. Et vous avez raison. C'est vrai, j'ai toujours su comment était fait l'homme. Je le sais mieux que personne. Je pourrais vous en donner ma propre définition. Sa sagesse va de pair avec sa folie. Ses sentiments dirigent toujours son cerveau. L'homme est une créature qui aime la guerre et qui se bat pour le seul plaisir de se battre. L'homme est un monstre. Je ne comprends pas. Il n'y avait pas d'armes dans cette grotte. La zone interdite ressemblait autrefois à un paradis. Et la folie des hommes l'a transformée en un désert il y a près de 2000 ans. Ce n'est pas une explication. Une planète où les singes descendent de l'homme. Il doit y avoir une réponse. Ne la cherchez pas, Taylor. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez découvrir. Il y aurait possibilité de faire un troisième parallèle, donc avec un dialogue extrait de War for the Planet of the Apes. Il y a un dialogue entre César et le personnage incarné par Woody Harrelson, mais ça je l'ai déjà un petit peu évoqué dans l'épisode que j'avais enregistré avec Jérôme et Julien de 24 FPS. Je vous remettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, et puis peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur War for the Planet of the Apes et que je reviendrai sur les parallèles que l'on peut dresser entre ces trois films. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, histoire de conclure, je vais vous donner mon opinion générale sur ce livre. Alors, tout d'abord, je dois rappeler que je ne suis pas critique littéraire et ce livre est écrit en anglais et c'est pas ma langue maternelle. Donc voilà, mon opinion vaut ce qu'elle vaut, mais je veux quand même vous la donner. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un bouquin très agréable à lire. Bon, je dois reconnaître quand même qu'il y a quelques lourdeurs, quelques redondances. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? L'auteur, en fait, il a tendance peut-être à un peu trop insister sur le fait que le principal moteur de Break, c'est la peur. Voilà, il insiste, il le souligne vraiment, il le surligne que ce qui dirige la plupart des actions de Break, c'est le fait qu'il a peur. Il insiste également, peut-être un peu trop à mon goût, sur l'image christique de César, ce qui ne doit pas forcément parler aux singes. Puis voilà, je trouve que c'est pas... Même si cette image christique, on la retrouve un petit peu dans Conquest, on va la retrouver aussi dans Battle, mais là c'est pour d'autres raisons, ça on le développera dans l'épisode dédié à Battle, et puis je pense que je ferai également un épisode sur la novélisation. Battle for the Planet of the Apes, le 5e film de la saga. Bon, il y a quelques lieux communs, Dès que quelqu'un dégaine une lame, forcément elle va briller, voilà, des petits trucs que je trouve peut-être un peu lourdingues. Mais malgré tout ça, malgré ce style un poil répétitif, franchement, moi ça n'a pas gâché mon plaisir. Bon, après, je dois avouer que dès que je peux lire quelque chose en lien direct avec l'univers de la planète des singes, je suis content. Donc, voilà, prenez mon opinion avec des pincettes.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Alors finalement, c'est pas le premier épisode que je fais sur une novélisation. J'avais déjà fait un épisode consacré à la novélisation de War for the Planet of the Apes, donc la planète des singes Supremacy, le 3e film de la nouvelle trilogie, de la nouvelle saga. Et bien celui-là il avait également été enregistré en plein air, voilà, c'est une coïncidence, c'était pas fait exprès, mais après tout, si vous aimez bien, bah, pourquoi pas, j'ai prévu de faire un épisode consacré à Battle for the Planet of the Apes, alors peut-être que celui-là je l'enregistrerai en plein air, si jamais ça vous a plu, c'est une tradition que je peux instaurer finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. D'ailleurs, je vais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Doucement mais sûrement, le nombre d'abonnés à ce podcast augmente. Donc merci à vous tous. Hein. Merci à ceux qui à chaque fois me font des petits retours, partagent ou commentent les épisodes. Ça a l'air de rien, mais ça a un réel impact. Donc continuez à le faire. Déjà, ça nous encourage, Master Fred et moi. Et puis ouais, ça a quand même un impact concernant la visibilité du podcast. C'est pas le but premier. Hein. Je fais pas ça pour l'amour, la gloire et la beauté, mais bon, ça fait tout de même plaisir de voir grossir le nombre d'auditeurs. Donc merci à vous. En plus des remerciements, vu qu'on est au mois de décembre, eh bien, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Ça se fait encore, hein, en 2017 et en 2018, si vous écoutez cet épisode alors qu'on est déjà en 2018, ou ça se trouve, vous écoutez ça, on est entre 1978, hein, qui sait. Et du coup, je sais plus du tout ce que je voulais dire, c'est une conclusion qui va être magnifique. Ah oui, on parle de futur. Parlons un petit peu du futur du podcast finalement. On approche tout doucement des 2 ans de Cornelius Enzira. Alors l'épisode numéro 14, ce sera encore un épisode plus court qu'à l'accoutumée et encore une fois un épisode très particulier. Cette fois-ci, on va parler de jeux de société et il va s'agir d'une interview. Donc voilà, ça c'est un petit teasing, vous verrez bien de quoi il s'agit, et en tout cas c'est un épisode qui est déjà dans la boîte, et je suis très impatient de le partager avec vous. Sinon, l'épisode numéro 15 sera très certainement consacré au Festival de Gérardmer, donc ça sera la 3e fois que je le couvre pour Cornelius Enzira, voilà, sauf gros pépin ou chute de météorite, je serai au festival, donc si vous y êtes également, n'hésitez pas à me faire signe, ça me ferait plaisir de pouvoir vous rencontrer. Et donc voilà, ouais, ça devrait être l'épisode 15. Du coup, ça fait que l'épisode 16 sera consacré à Battle for the Planet of the Apes, donc la bataille de la planète des singes, le 5e film de la saga originelle. Et l'épisode 17 devrait être consacré à la novélisation de Battle for the Planet of the Apes. Voilà, donc là je m'engage, hein, je suis chaud, je m'engage déjà sur les prochains épisodes. En règle générale, quand je fais ça, je respecte bien mon programme. Donc on verra, si vous écoutez cet épisode et que avec un peu de retard, ça se trouve, vous pouvez déjà voir que j'ai pas du tout respecté ce que j'ai dit. Et après ça, parce que ouais, je pense à l'avenir, et bien il va y encore avoir beaucoup de choses à dire sur la planète des singes. Il y a des épisodes de prévus avec peut-être de nouveaux intervenants. Voilà, la famille Cornelius Enzira va s'agrandir. Et puis peut-être qu'on va un petit peu s'éloigner de la planète des singes et évoquer d'autres sujets, mais ça, voilà, tout ça, on a beaucoup d'idées et beaucoup d'envie avec Master Fred, et ça verra le jour tôt ou tard, en tout cas je l'espère. Donc merci à tous pour votre fidélité, encore une fois, n'hésitez pas à me faire des retours. Et puis en attendant que l'on se parle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, eh bien portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les Spartiates.